Donc le tour de parole est ouvert. Bonjour, Dany, master en histoire, militant à Sud étudiant. Je voulais faire une interview pour rappeler la LRU, ce que c'est, etc. Donc la LRU, c'est liberté et responsabilité des universités. C'est une loi qui concerne l'autonomie des universités, dans la lignée d'autres lois que les gouvernements différents ont tenté de faire passer avant. Par exemple, la loi de Baquet en 86, la loi Veil en 2003, qui aussi, dans une certaine mesure, prévoyait une certaine autonomie de l'université. La LRU, moi j'ai noté deux trucs principaux dedans. C'est d'abord, ça change beaucoup au niveau du fonctionnement de l'université. Par exemple, on observe une perte en démocratie au niveau des conseils centraux, qui accueillent plus de personnalités extérieures, qui voit diminuer la représentativité des étudiants, qui voit certains systèmes mis en place, comme par exemple la prime à la liste arrivant en tête des anciens chercheurs. C'est ce qui permet actuellement à Daniel Philap d'être président de l'université. C'est aussi la LRU, un conseil d'administration qui a des pouvoirs élargis, notamment parce qu'il élit seul le président, alors qu'avant le président était élu par l'ensemble du Congrès, et aussi une perte de pouvoir au niveau du CEVU, qui était l'un des conseils, j'ai envie de dire les plus démocratiques, entre guillemets, puisqu'il avait l'une des plus larges représentants étudiantes, et qui devient uniquement consultatif. C'est aussi des pouvoirs élargis, bien sûr, au-delà du CA, aussi au niveau de la présidence, notamment au niveau des ressources humaines, où la présidence a beaucoup plus de marge qu'avant. Mais surtout, ce que c'est la LRU, c'est une loi qui a un volet économique qui est très important, puisque ça rend l'autonomie qui est une autonomie au niveau du budget. Par exemple, on encourage les universités à chercher des financements extérieurs, par exemple au niveau des fondations, c'est-à-dire que le mécénat est encouragé par des partenaires privés, par des partenaires publics ou des fondations mixtes qui seront défiscalisées, donc ça manque du bouclier fiscal. Il y a aussi autre chose comme ça dans la LRU, c'est qu'au niveau du budget, par exemple, il y a, alors je les appelle de nom, mais bon, je me rappelle plus pourquoi symétrique, l'argent qui est alloué dans le budget aux ressources humaines peut être transféré à l'entretien des locaux, mais pas l'inverse. C'est quand même assez bizarre au niveau du fonctionnement. Aussi, ça permet à certaines universités de demander la pleine propriété des locaux qui peuvent donc céder. C'est ce qu'a fait dernièrement, je crois cette semaine, l'université de l'Arsenal, c'est dans le métro ce matin, qui a demandé de pouvoir d'avoir la pleine propriété des locaux et donc à terme de pouvoir les céder. Cette réforme elle a deux conséquences que je pense qui sont vraiment les plus importantes. La première, c'est de mettre en concurrence les universités, parce qu'à partir du moment où il y a une autonomie la concurrence, il y aura spécialisation, puisqu'il y a concurrence de l'université, certaines vont développer les secteurs en pointe, une spécialisation sur certains secteurs, et vu qu'il y aura spécialisation, à terme, c'est la fin du cadrage national des diplômes. Et ça, c'est quand même pas dangereux. Si certaines universités se spécialisent sur l'histoire et que d'autres se spécialisent sur la socio, les diplômes ne font plus la même chose. Enfin, je dis l'histoire et la socio, en fait, c'est pas ça, mais ça serait plutôt une sur l'histoire médiévale, je sais pas quoi, et l'autre sur l'histoire contemporaine du XXe siècle. Au final, ça fait que les diplômes ne seront plus exactement les mêmes selon l'université, selon l'univers national. Et l'autre problème, c'est l'encouragement du mécénat, parce que s'il y a le mécénat, le financement va être inégal selon les universités. Deux universités ne vont pas avoir exactement le même montant en don, on ne va pas avoir les mêmes partenaires privés qui vont financer. Et ça va faire une grosse inégalité entre les universités et forcer les universités les moins dotées à chercher d'autres sources de financement. Et ça, le gouvernement peut dire oui, mais non, on ne prévoit pas de l'inscription, oui, mais non, pas de privatisation, machin. Chercher d'autres sources de financement pour une université qui n'a pas de financement privé, c'est la hausse des frais d'inscription, ça va être la cession des locaux, ça va être des trucs comme ça, il n'y a pas d'autres possibilités. Je pense que c'est important de. Je dis ça parce que c'est important de rappeler ce que c'est la LRU, c'est quand même contre ça qu'on se mobilise, c'est contre ça qu'on doit continuer à se mobiliser, parce que c'est une loi qui est vraiment la pierre de touche, d'un projet d'université, qui est un projet d'université qui vise à privatiser, à détruire l'université telle qu'on la veut, c'est-à-dire l'université critique populaire. Oui, je voudrais juste rappeler qu'on est vraiment là pour débattre ensemble et que c'est une question de respect aussi d'écouter la personne qui s'exprime.
si les brouhahas pouvaient se dissiper. Pour l'instant, il n'y a personne d'autre sur le tour de parole. Ça me paraît quand même assez aberrant que les deux points de l'ordre du jour aussi vite. Oui, bonjour, c'est Joël, donc je suis en formation en licence 2. Donc j'ai donc participé au mouvement. D'ailleurs, bon, petite plaisanterie en passant, si M. Chevalier est dans la salle, j'invite les étudiants à venir prendre cette place parce que j'ai entendu dire que M. Chevalier évaluait les élèves qui prenaient part au mouvement et qui... et voilà, donc allez-y, vous pouvez les parler. Bon, donc je suis étudiant cette année, mais je suis professionnellement instituteur dans le primaire. Et s'il y a une réforme qui me touche particulièrement cette année, c'est celle de la mascorisation de l'enseignement. Bon, et vous savez que cette loi elle a été confiée à M. Filac, pas que lui, il y a M. Marois. Et bon, ben, cette loi, elle est passée, hein, comme la LRU, elle est passée. Donc c'est une commission qui va se tenir pour rien, c'est-à-dire on va parler entre nous, il va y avoir du champagne et tout ça. Bon. Et les gens qui vous en parlent, ils vous disent, quand vous allez devenir enseignant, du fait que vous allez devenir, vous allez mieux payer. Alors là, je vous dis tout de suite, il faut prendre des versits pour des lanternes, vous allez vous brûler là. Cette loi, c'est simplement pour précariser l'enseignement. Et si un jour vous devenez enseignant, que ce soit à la maternelle, au primaire, au secondaire et tout ça, on ne vous embauchera pas à la mascorisation, on vous embauchera plus bas et on vous payera plus bas et vous aurez des statuts de précaires comme la société que l'on veut vous préparer. Voilà. Si plus personne ne souhaite s'exprimer sur la question de réforme, on va passer au dernier point qui est perspective, que c'est ça qui sera interrompu. Donc voilà, le tour de parole est ouvert sur la question des perspectives. J'incite vraiment toutes les personnes à venir parler à la tribune, on n'est pas très nombreux aujourd'hui, c'est pas si impressionnant que ça. Bien, bonjour, Daniel Weisberg, vice-président en relations internationales, professeur de géographie. Ici, il y a plein d'étudiants que je connais, certains me connaissent, qui savent que je ne suis pas un horrible fasciste. Je voudrais simplement attirer votre attention sur quelques enjeux du moment. On est dans un moment extrêmement difficile pour l'université, pour vous, pour les étudiants les plus fragiles, et je voudrais simplement vous dire aujourd'hui, il faut arrêter le massacre des innocents. Les innocents, ce sont les étudiants qui sont inscrits à l'enseignement à distance, il y en a 4500, pour lesquels on n'a pas le droit de ne pas organiser un examen digne de ce nom. En tout cas, un examen sur lequel on peut avoir une préparation avec l'ensemble des étudiants, UE par UE, c'est la proposition de la direction qui est faite aujourd'hui. On ne peut pas non plus oublier aujourd'hui les centaines d'étudiants étrangers qui doivent rentrer chez eux et qui ne seront pas revenus en septembre, tout simplement parce qu'ils n'en ont pas les moyens, et tout simplement parce que leurs billets ne sont pas modifiables, que s'il est modifié aujourd'hui,
par rapport à une date d'examen qui serait reculée.